Bonne année! Je vous souhaite plein de bonnes choses pour commencer cette année. Santé, très important la santé. Prospérité, épanouissement professionnel, tout ça. Et puis voilà. Cette vidéo est un petit peu différente. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé un peu la luminosité pour vous montrer que c'était une vidéo différente. Nous allons faire aujourd'hui une FAQ. Voilà, je crois que j'en ai jamais fait. Donc voilà, j'ai fait un petit questionnaire sur les réseaux sociaux. Vous m'avez posé plein de petites questions. J'en ai sélectionné certaines. Et puis voilà, je vais répondre à tout en toute transparence. Préparez vos plaids, vos petites tasses, etc. pour qu'on soit bien. Et moi, je vais me démaquiller parce que qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Donc, je vais être très assidue dans ma skincare. Voilà tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Yepoda, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis 2 ans, 3 ans. Je bossais avec Yepoda quand j'étais encore en cabinet d'avocat à Los Angeles pour vous dire. Je commence par le Calm Balm. C'est la première étape du double nettoyage. Un démaquillant et un nettoyant. On frotte bien nos mains. Je vais me rapprocher de vous pour me démaquiller. Bon, là, je vais me rincer le visage. Je suis pas face à un lavabo, vous avez capté. Ah, me voilà. Et ensuite, je vais me nettoyer le visage, donc après l'avoir démaquillé avec le Bubble Double. Et j'adore le savon parce qu'il est super doux. Genre vraiment, le Bubble Double, c'est... Même en vrai, j'aime bien le principe de pas utiliser de coton démaquillant pour se démaquiller, enfin avec le démaquillant, avec le Calm Balm. Ça pollue moins et même ça attaque moins la peau, il y a pas des trucs qui viennent frotter et tout. Je file me rincer également. Me revoilà les gars. Une étape que j'adore. Bon après vous allez penser que je dis ça à chaque étape. The Perfect Pad. On vient prendre le petit cœur juste là. C'est pour réduire les pores. Ça vient affiner le grain de peau. Et une fois qu'on a fait ça, on attend que l'eau elle sèche un petit peu avant de passer à l'étape d'après. Première question en attendant. Est-ce que je vais bien? Déjà, merci de poser cette question. Ça va très bien. Ça va. Ma grosse résolution 2026. C'est de moins travailler. Je l'ai déjà mis en place en décembre en vrai. Bah d'ailleurs je tourne cette vidéo en décembre. En vrai je suis une grosse mytho, je vous dis bonne année. On est mi-décembre. Il y a encore le sapin de Noël sur ma droite. Donc vraiment c'est vraiment moins travailler parce qu'en fait j'ai trop travaillé en 2024. J'ai lancé ma chaîne YouTube. On est 56 000. Là je sais pas combien on est en ce 4 janvier. Mais en tout cas au moment où je tourne cette vidéo on est 56 000. Donc merci infiniment de me suivre. Je suis trop contente. J'ai démissionné de mon poste d'avocate et je savais que fallait que je me lance sur YouTube à 100% et je savais que ça allait être compliqué. Donc j'ai bossé comme une malade. Au début j'ai commencé sur YouTube, je faisais seule les scripts, je faisais seule le montage, j'ai appris toute seule à monter. Heureusement j'avais mon agent de l'époque qui était youtubeur qui m'a beaucoup aidé et ça j'en suis extrêmement reconnaissante parce que il m'a expliqué toutes les bases du montage, il me donnait des conseils etc. Donc voilà, ensuite au cours de l'année 2025, peut-être que vous l'avez remarqué mais en fait j'ai pris une monteuse. J'ai ensuite changé de monteuse, ça se passe hyper bien, je suis trop contente, on s'entend hyper bien, on bosse hyper bien ensemble etc. Pareil pour les scripts, au début j'étais seule, ensuite j'ai pris quelqu'un pour m'aider dans les scripts, quelqu'un qui faisait les scripts des gros youtubeurs et en fait je me suis dit ah mais c'est trop bien, il va grave me faire capter comment ça marche YouTube et tout. Ça s'est pas bien passé parce que en fait déjà je trouvais ça très très cher. En fait mon erreur c'est que c'était pas quelqu'un du droit et que j'ai cru que quelqu'un qui était très fort en YouTube divertissement allait être aussi très fort dans mon YouTube qui n'a rien à voir. J'ai décidé d'arrêter de bosser avec cette personne parce qu'en fait les scripts étaient hyper chers pour des recherches que j'aurais faites en même pas 1 heure. Et ensuite j'ai commencé à bosser avec Camille et là vraiment ça a été trop cool parce qu'en fait moi je m'y connais en droit américain, je m'y connais un peu moins en droit français, j'ai aucune expérience dans des tribunaux etc. français et donc en fait cette fille là elle m'a apporté tout ça, toute cette expertise, toutes ces connaissances, toute cette expérience en droit français et donc elle m'aide pour toutes les vidéos de droit français. Donc voilà, franchement j'ai réussi à mieux déléguer. Je suis sur la bonne voie pour moins travailler. Pareil, mon téléphone il est bloqué le soir, c'est-à-dire qu'à partir de 10h du soir je ne peux plus l'utiliser, j'ai pas le mot de passe, c'est mon copain qui l'a. Donc ça veut dire que je me couche beaucoup plus tôt, je scrolle beaucoup moins sur les réseaux, enfin bref. J'ai essayé de travailler pour essayer vraiment de déconnecter, de me recentrer sur moi, de moins travailler, d'être moins tout le temps à réfléchir etc. Et j'espère que ça va continuer comme ça. 4e étape de ma routine, c'est The Repair Hero. Les sérums, vous les mettez tout le temps avant la crème hydratante. Et ensuite, je mets The Midnight Magic. C'est la crème hydratante de nuit. C'est à la lavande. J'adore l'odeur de la lavande. Ça me rappelle ma maman. La dernière étape de ma routine, c'est The Glow Hero. Et voilà la fin de ma skincare. Comme vous voyez, c'est hyper brillant. C'est le principe de la glass skin. Ça permet vraiment d'hydrater en profondeur. Je vous mets le lien Yepoda dans ma description. Et maintenant, on continue sur les questions. Comment j'ai vécu mon retour en France?
France, j'habite où maintenant? Ah oui, et j'ai une autre question, quel est mon parcours scolaire? Je vais répondre aux deux questions en une fois. Je suis rennaise de base, j'ai fait une licence de droit et un master de droit à Rennes. J'ai pas forcément apprécié mes études, etc. Donc je me suis dit, il faut que j'aille à l'étranger. À la fin de mon master 2, j'ai postulé pour aller faire un Master of Law, donc un LLM aux États-Unis. J'ai été prise dans pas mal d'universités américaines et j'ai choisi d'aller à USC, University of Southern California. Pour un an, c'était la meilleure année de ma vie. C'était vraiment le campus américain, comme on l'imagine. Une expérience de malade. C'était à Los Angeles. Je suis partie là-bas toute seule. Je me suis fait plein de potes. C'était vraiment l'expérience américaine comme on pense. J'ai tellement aimé mon expérience que je me suis dit à la fin de l'année, ok, il faut absolument que je reste. Comment rester là-bas? Tout le monde passe le barreau à la fin des études de droit. C'est pas comme ici où il y a des gens qui sont juristes et d'autres avocats. J'ai donc passé le barreau, mais j'ai pris un peu la décision au dernier moment de le passer. Et sachant que j'avais fait que de voyager et faire la fête dans mon année de LLM, je n'étais absolument pas prête. Suite à ça, j'ai commencé à travailler dans un cabinet américain en tant que pseudo-avocate. J'étais un peu en attente d'avoir mes résultats. J'ai bossé là-bas pendant 1 an et demi. Et pendant les 1 an et demi où je bossais là-bas, j'ai repassé le barreau 2 fois. Ça a été hyper dur. J'ai eu le barreau finalement. Je suis devenue avocate là-bas. Et en fait, après 1 an et demi d'expérience dans mon cabinet qui ne se passait pas bien parce que c'était un environnement de travail très toxique. Beaucoup de personnes partaient en burn-out, etc. J'ai décidé de rentrer en France sur un coup de tête. Parce qu'en fait, déjà, quand t'es aux États-Unis, t'es dépendant d'un visa et le visa dépend également de ton employeur. Donc, c'était une galère sans nom. En plus, j'ai voulu changer de travail. Je me suis engagée avec quelqu'un d'autre. J'ai commencé une démarche de transfert de visa. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ma nouvelle boss, c'était quelqu'un de très instable. Les personnes qui vous prennent alors que vous n'êtes pas américain, sachant qu'il y a un sponsor de visa, c'est pas votre langue maternelle, vous n'avez pas fait des études là-bas, enfin un LLM ça n'a rien à voir avec leurs études de droit. En général, les personnes qui vous prennent, c'est des personnes qui sont un peu désespérées pour embaucher, de mon retour d'expérience. Et donc les 2 boîtes dans lesquelles j'étais, c'était des boîtes qui étaient désespérées pour embaucher. Et donc c'était pas forcément des bons employeurs. Et en fait, en plus, aux États-Unis, il n'y a pas de vacances, donc je pouvais rentrer à peine une fois par an voir ma famille. Enfin bref, tout ça a fait que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Je peux pas rentrer en France, j'ai pas de vacances, j'en peux plus. Et donc sur un coup de tête, je me suis dit, mais en fait, rentre en France. Donc ça, c'était il y a 1 an. Je suis rentrée en France, j'étais pas mal sur Instagram et TikTok à ce moment-là. Et je me suis dit, je sais que je vais m'ennuyer si je fais que du Instagram et du TikTok. Et il faut un truc qui me stimule. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Journaliste. Qu'est-ce que je connais? Le droit français et le droit américain. Et en plus, j'ai réalisé qu'en fait, les gens, ils connaissaient pas trop le droit, ils comprenaient pas trop ce qui se passait dans plein d'actualités et je trouvais que les médias, ils expliquaient ça de manière très compliquée. Et je me suis dit, mais en fait, explique aux gens de manière très simple ce qui se passe dans l'actualité. J'habite où maintenant? Là, c'est pas mon appartement, en fait, c'est un appartement que j'ai sous-loué pendant 10 mois, qui était à une amie qui est partie voyager. Et j'habite ici avec mon copain. Et en fait, on déménage le 1er janvier, donc normalement, au jour où vous regardez cette vidéo, j'ai déménagé. Et donc du coup, mes prochaines vidéos se feront dans mon nouvel appartement. Et comment j'ai vécu mon retour en France? Alors, je suis super contente d'être rentrée en France. Il y a une certaine sécurité en France qui est quand même très agréable. Par exemple, aux États-Unis, j'avais tout le temps peur d'avoir des problèmes de santé. J'avais peur de me faire virer du jour au lendemain. C'est hyper stressant d'être sous visa, mine de rien, de pas avoir les papiers d'un pays dans lequel on habite, de devoir se battre en fonction des présidents, en fonction de l'administration, etc. Les conditions ne sont pas les mêmes. Enfin bref, c'est quelque chose de très stressant dont on se rend pas forcément compte. Et donc, je suis très contente d'avoir retrouvé ce confort-là. Mais il manque un truc. Alors déjà, l'hiver français, il est dur. Ça faisait 3 ans du coup, parce que j'ai habité aux États-Unis presque 3 ans, ça faisait 3 ans que j'avais pas eu d'hiver. Et là, cet hiver-là, il est... Franchement, faut s'accrocher, hein. Il est dur, je trouve, moralement. La mentalité de Paris est en train de m'atteindre, on va dire. Est-ce que je regrette d'avoir quitté mon poste d'avocate? Pas du tout, les gars, mais zéro. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, j'étais dans un cabinet hyper toxique, mais hyper toxique. Et moi, j'avais pas de famille, j'avais genre 3 bons amis là-bas, j'avais mon copain en France. Donc en fait, je voyais juste ces gens hyper toxiques toute la journée. Et je rentrais le soir, je retrouvais pas ma famille, mes repères, etc. de France. C'était super dur mentalement. En plus, j'ai bossé le barreau pendant 1 an et demi. C'était hyper dur de bosser tous les jours après le taf et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment hard. Je regrette pas du tout mon expérience, mais je regrette pas du tout de l'avoir terminée. Et surtout aujourd'hui, de pouvoir faire mes propres horaires, bosser de quand je veux. Alors même si je bosse beaucoup plus que quand j'étais en cabinet, je regrette pour rien au monde. Genre, j'ai mon indépendance, je travaille d'où je veux, je peux aller voir ma famille quand je veux. Je suis avec mon copain, enfin c'est trop bien. Et est-ce que je compte travailler en tant que juriste? Alors non, je compte pas travailler en tant que juriste pour l'instant. Cette chaîne YouTube est ma source de revenus numéro 1. C'est mon travail numéro 1. J'y passe énormément de temps
franchement, en fait, j'ai pas le temps. Je pense que je bosse 50 heures par semaine maintenant. J'ai pas du tout le temps d'avoir un autre travail. Et en vrai, avoir mon indépendance, moi, ça me rend hyper heureuse. Genre, c'est vraiment ma source de bonheur numéro 1. Est-ce que les US me manquent et est-ce que la mentalité des US me manque? Globalement, non, les US, ça me manque pas. Alors après, évidemment qu'il y a certains points qui me manquent. La vibe de Los Angeles, elle est hyper cool. Le beau temps. Les amis qu'on se fait là-bas, c'est comme une famille. On se voit tous les jours parce qu'en fait, on est tous un peu seuls parce que j'étais amie qu'avec des Français. C'était pas un choix, juste l'affinité passait mieux avec les Français. On était un peu les familles les uns des autres. On se voyait tous les soirs. On allait se faire des hikes. On allait regarder le coucher de soleil. On sortait ensemble. Enfin, c'est un peu comme une famille. Et ça me manque. Après, je me vois plus y habiter parce que c'est trop différent. Les Américains, ils sont trop différents de nous, mine de rien. La culture est très différente. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis américains. Et j'en ai souffert d'ailleurs parce que t'as l'impression que vous avez créé des vraies amitiés alors qu'au final, en fait, du jour au lendemain, ils peuvent arrêter de te parler. Donc voilà, les US, il y a plein de bonnes qualités. Ça vous permet de rêver, de penser que tout est possible aux US. En fait, c'est là où tu te lances. Aussi, être seul, ça te permet de te focus sur toi. Et c'est trop inspirant, en vrai. Ils ont vachement un business mindset et tout. Mais après, en fait, cette histoire de visa, je vous jure, en 2024, j'ai été bloquée pendant 1 an aux US à cause de mon visa. Moi, en vrai, ça m'a saoulée. Ensuite, combien je gagnais à Los Angeles? Je gagnais en tant que non-avocate 80 000 $ par an. Je travaillais en tant que non-avocate dans le cabinet pendant un peu plus d'1 an, mais en gros je faisais exactement le même taf qu'un avocat. Enfin, j'étais avec mes collègues avocates, je bossais sur des dossiers de A à Z, j'avais mes rendez-vous clients, enfin c'était la même chose, ils attendaient juste le Esquire dans ma signature. Et en tant qu'avocate, je gagnais, c'était 115 000 $ par an. Alors après ça fait un peu moins en euros, 115 000 ça doit faire 105 000. Et ensuite, faut pas oublier que je payais mon loyer 2 000 $ par mois, je payais mon assurance voiture 300 $, je payais mon assurance médicale 200 $, enfin tout est extrêmement cher et on peut pas trop comparer en vrai. En vrai, je gagnais bien ma vie, mais j'étais pas non plus Crésus quoi. Là-bas, c'est minimum 50 $ le téléphone, enfin tout est tellement cher qu'en fait, c'est pas trop comparable. Et combien je gagne aujourd'hui? En fait, je sais pas trop ce que je peux dire ou ce que je peux pas dire. En même temps, moi, je m'en fous de parler d'argent, mais en même temps, mon chiffre d'affaires en 2025, il est à peu près de 90 000 €. Mais je paye 25% à l'URSSAF. On va faire les calculs, les gars. 90 000 divisé par 75. Donc ça fait 67 000 € après, en gros, la différence brute nette. Et ensuite, par mois, je paye entre ma monteuse, ma script, tous les abonnements que j'ai, etc. pour la boîte, genre Première Pro, Le Monde et tout. Je pense que j'en suis à peu près à 2 000 €, 43 500. On divise par moitié exactement. Donc en gros, mon chiffre d'affaires, il est de 90 000 €, mais en vrai, en poche, j'ai touché la moitié, donc 43 500 €. Ce qui est hyper bien. Genre, je suis trop contente. Parce que dites-vous que quand j'ai démissionné pour aller en France, à cette époque-là, je touchais 300 € sur les réseaux sociaux par mois. Donc en fait, je pouvais absolument pas vivre, j'ai eu un stress pas possible. Et genre, je me suis lancée en mode, ok, one life, let's go, on se donne à fond, on bosse comme un porc. Et au final, mon chiffre d'affaires, il a commencé à monter pour arriver à cette somme-là. Ensuite, comment je fais pour organiser mon temps toute seule? En fait, je vous avoue que moi, je suis un loup solitaire. J'aime pas trop voir les gens. En fait, ça dépend. J'aime bien voir des gens, mais il y a des phases où j'ai grave besoin d'être seule. Vraiment, un truc qui me saoulait trop quand j'étais en entreprise, enfin quand j'étais en cabinet, c'était de devoir aller au travail tous les matins et voir les mêmes gens et m'habiller en costard. Enfin bref. Donc, je suis trop contente de pouvoir faire mes propres horaires. Mais, en fait, à la fin, tu deviens un peu fou. Genre, moi, là, ça, c'est là où je travaille tous les jours. C'est là où je tourne, c'est là où je prépare mes scripts, etc. Oui, il y en a qui vont dans des cafés. Moi, en vrai, je vais pas trop dans des cafés parce que je vous avoue, ça coûte un rein. Genre, j'ai pas que ça à faire de payer des cafés à 7,50 € le café parce que j'ai rajouté du lait d'avoine dedans. J'ai pas que ça à faire, les gars. Moi, je me fais mes matchas toute seule, je me fais mes cafés toute seule. Ils sont super bons et ça me coûte, je pense, 50 centimes. Je bosse d'ici. Je bosse seule. Après, voilà, je parle tout le temps avec mes agents. Je parle très souvent avec ma monteuse. Comment je m'organise? Je pense que je commence à bosser à peu près à 9h, 9h30. Depuis le mois de décembre, je m'arrête de bosser vers 19h. Je m'impose ça parce que avant, je m'arrêtais de bosser vers minuit, 1h tous les jours. Sauf qu'en fait, je suis devenue zinzin. Et j'ai réalisé que j'allais faire un burn-out si je continuais. Je me fais pas trop de pause déj. Et après, voilà, je bosse sur tous mes scripts. En fait, bosser sur mes scripts, c'est ce qui me prend le plus de temps. Je fais plein de recherches, je regarde des reportages, j'essaie de creuser, je discute
discuter avec des gens, des élus, des députés, des avocats. J'essaie de trouver des nouveaux idées de sujets. Je suis tout le temps derrière mon ordi et en vrai, mon quotidien n'est pas hyper original. Hein. Et en vrai, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais en fait, je sais pas comment tu fais parce que moi, si je bossais seule, je me lèverais pas. Mais les gars, vous savez ce que c'est le stress de pas savoir ce qui va rentrer dans ta poche le mois d'après, que tout s'arrête du jour au lendemain parce que c'est hyper incertain ce que tu fais. Je suis beaucoup trop stressée pour ne rien faire. Combien de temps je prends à tourner une vidéo, processus de A à Z? Alors, j'ai une petite liste d'idées de vidéos que je souhaiterais faire dans le futur. Avec ma script et mes agents, on regarde dedans et on se dit voilà, qu'est-ce qui vous intéresse? Parfois, je mets des petits sondages sur mes autres réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui intéresserait les gens. Camille, elle commence à bosser du coup, à faire ses premières recherches juridiques, etc. Si c'est des scripts français, si c'est des scripts américains, je bosse dessus de A à Z. Et voilà, je fais plein de recherches. En général, je pose des questions à ma communauté pour savoir est-ce qu'ils ont des questions par rapport à ce sujet-là, est-ce qu'ils ont des trucs auxquels ils pensent, auxquels moi j'aurais pas forcément pensé, etc. Je mets à peu près, je pense, une semaine à faire un script. Non, un peu moins. Je mets 4 jours à faire un script. Ensuite, je tourne ma vidéo. En général, c'est 2 heures de tournage et j'essaye de pas dépasser 2 heures. Ensuite, j'envoie tous les rushs à ma monteuse. Elle m'envoie le dérush et moi je regarde le dérush et je commente tout. Je dis ouais, là mets ça. Je mets plein d'idées de montage et tout. Ensuite, elle m'envoie une V1, je corrige, je fais plein de retours et tout. Et sur un logiciel qui s'appelle Frame, on passe 1 heure et demie à chaque fois qu'il y a un retour et en général, il y a environ 4 versions. Et après, moi je fais ma petite miniature qui me prend en général 5 heures, un truc comme ça. Je regarde des tutos et tout pour m'améliorer. Je demande à ma famille, vous pensez quoi de ce titre? Parfois, je demande à ma communauté et tout sur les autres réseaux. Et voilà! Je dirais que je pense qu'en tout, ça me prend 10 jours de faire une vidéo. Ouais, 10 jours de taf plein. Ensuite, pourquoi ne pas avoir passé le barreau en France? Très simple, si on passe le barreau en France, pour que notre barreau il reste valide, il faut pratiquer. C'est-à-dire que si je fais mon taf alors que j'ai le barreau français, bah le barreau n'est plus valide et je peux pas dire que je suis avocate en France. Donc déjà, il y aurait aucun intérêt aujourd'hui pour moi, sachant que je veux pas pour l'instant aller en cabinet ou dans... voilà. Ensuite, franchement, je me suis farci 7 ans d'études, de révision intense, etc. Je n'en peux plus et je n'ai aucune envie de repasser un examen, sachant que j'ai bossé pendant 1 an et demi le barreau américain. Ça m'a vaccinée, on va dire, pour un petit moment. Ensuite, j'ai pas envie de travailler en cap, donc en vrai, je vois pas l'intérêt à part juste pour le prestige et pour me la raconter. Je me demande si je devrais pas faire l'école d'avocate en France qui est 1 an et demi où tu dois être en stage, etc. Donc en fait, je peux pas avec... Enfin, en fait, ça n'aurait aucun sens. Ensuite, est-ce qu'avec ma présence sur les réseaux sociaux, ça pourrait être plus compliqué d'être avocate? Enfin, d'exercer, je pense que vous voulez dire. Je pense qu'il y a quelques années, je vous aurais dit oui, mais aujourd'hui, je pense que je vous dis non. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'avocats qui se mettent à être sur les réseaux sociaux parce qu'ils se rendent compte que c'est hyper important d'être sur les réseaux sociaux dans notre société actuelle. C'est vraiment notre vitrine. Et ensuite, moi, sur les réseaux sociaux, je fais des trucs qui sont cohérents avec le métier d'avocate. Je suis d'ailleurs contactée et suivie par beaucoup d'avocats, beaucoup d'élèves avocats, beaucoup d'étudiants en droit, de magistrats, etc. Donc, je pense pas me décrédibiliser sur les réseaux sociaux. Après, c'est sûr que déontologiquement parlant, je pense qu'il y aurait des limites à mon métier. Si je représentais des gens, je pourrais pas faire certains sponsors. Enfin, je me rends pas forcément compte. J'ai même des profs de droit qui me suivent, des profs de droit qui me citent dans leurs cours et tout. Donc, je crois que je suis plutôt prise au sérieux à ce niveau-là. Alors, on change totalement de sujet. Est-ce que je suis en couple ? Cette question, elle est grave revenue. Oui, je suis en couple. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré quand j'étais à Los Angeles. D'ailleurs, j'avais raconté sur TikTok comment je l'ai rencontré. Parce que j'ai un peu forcé pour... Enfin, non, j'ai pas du tout forcé. Je me suis battue, voilà, pour l'avoir. Pour qu'il me remarque, plutôt. Et je l'ai rencontré, c'est un Français qui travaillait à Los Angeles pendant 1 mois et demi. Je l'ai rencontré à une soirée, j'ai eu un coup de cœur. J'ai fait une relation à distance pendant 2 ans. C'était dur, les gars. C'était très dur. Et voilà, et là, ça fait 1 an que je suis rentrée et qu'on habite ensemble. Il m'aide pour toutes mes miniatures, il m'aide pour tous mes titres de vidéos, il me soutient à fond dans ce que je fais alors qu'il est pas du tout dans ce milieu-là, donc c'est trop chou. Qu'est-ce que je retiens de mon année 2025? Franchement, c'était encore une année forte en émotions. Trop contente d'avoir pris l'énorme risque de tout planter aux US et de rentrer en France, de lancer ma chaîne YouTube, de me lancer à fond dans ce qui me plaît, etc. Trop contente d'avoir eu les cojones de prendre des risques. Vraiment, si vous avez un rêve, essayez, et si ça marche pas, tant pis, vous aurez essayé, mais au moins essayez. Moi, je viens d'une famille très studieuse, très scolaire. Tout le monde a fait des grandes études. Mes parents, ils ont réussi comme ça. Mes frères, ils sont à fond là-dedans, dans la finance et tout. C'est pas du tout un truc qui existait comme possibilité dans mon éducation et j'avais jamais envisagé ça. Donc, je suis super contente d'avoir écouté ma petite voix. Il y a aussi un truc, c'est que je crois que je me suis un peu perdue à un moment donné dans l'influence.
parce qu'en fait j'ai commencé à côtoyer pas mal de gens du milieu et je crois que je me suis trop comparée à ces gens-là en me disant ok faut que je fasse comme eux, ah ok faut faire ces stories là, faut faire ci, faut faire ça, alors qu'en fait chaque créateur de contenu fait des choses totalement différentes et un avocat sur les réseaux ça va pas être la même chose qu'un créateur de contenu beauté, ça va pas être la même chose qu'un créateur de contenu food, ça va être la même chose qu'un youtubeur et je crois que je me suis trop comparée à penser qu'il fallait que je fasse pareil. Mes stories elles étaient un peu devenues Pilates matcha alors qu'en fait ça me correspond pas du tout et je m'en suis rendu compte. J'ai une autre question qui est nouveaux horizons pour 2026, ça va aller dans la continuité de cette question. Être plus moi-même, je pense, enfin plus m'écouter, arrêter de me comparer avec les autres youtubeurs, créateurs de contenu, etc. Et me faire confiance parce que je pense que finalement quand j'ai tenté des choses bah ça a marché, donc ça veut dire que mes idées elles sont pas complètement cons. Peut-être créer un podcast, j'ai plein de choses à dire qui sont autres totalement que le droit parce que moi le droit c'est pas ma passion en vrai, c'est pas un truc qui me définit. Aujourd'hui ce qui m'anime c'est de transmettre l'information, d'expliquer des choses aux gens pour que les gens comprennent mieux les situations. Je le fais dans le prisme du droit parce que j'ai des connaissances dans ce domaine mais c'est pas ma passion numéro 1 le droit, j'ai jamais été passionnée par le droit, j'ai jamais rêvé d'être avocate. Donc voilà, mais je sais pas encore sous quel format exactement le faire, je réfléchis à comment le faire de la meilleure manière. Et aussi un troisième truc, c'est que j'aimerais bien en fait dans mes vidéos un peu reportage pouvoir me rendre sur place et avoir moi-même des images, moi-même des discussions avec les gens. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est aller à la rencontre de l'autre, m'informer, comprendre, apprendre, c'est un truc qui m'anime de ouf. Parce qu'aujourd'hui là toutes mes informations en fait je les trouve sur internet, les vidéos que vous voyez c'est des vidéos que je prends de journalistes sur internet et donc ce ne sont pas mes propres images et j'aimerais beaucoup aller moi-même à la rencontre des gens, avoir mes propres images et du coup creuser encore plus, développer encore plus ce côté-là. Après à voir de quelle manière c'est possible. Conseil pour des personnes qui ont raté le barreau ou alors une grosse échéance de manière générale. Moi j'ai raté le barreau 2 fois. Sur mes autres réseaux j'en ai beaucoup parlé de cette résilience, de se relever. L'important c'est la chute, c'est la manière dont on atterrit, dont on rebondit surtout. Déjà un examen ne vous définit absolument pas. J'ai pas été l'élève qui avait 15 de moyenne, qui allait à tous les cours, qui comprenait tout, qui participait tout le temps en TD et qui était brillante aux yeux de tous les profs, mais loin de là. J'avais d'ailleurs un peu l'impression d'être un peu un imposteur, je me disais je suis là mais je sais pas trop pourquoi et je pense que les profs ils se disent pareil sur moi. Et aujourd'hui je reçois des messages de profs, de magistrats qui félicitent ma manière de rédiger, ma synthèse, ma réflexion, etc. Et je n'ai jamais eu de compliments de profs durant toute ma scolarité. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément le plus brillant dans certaines études ou vous réussissez pas tous les examens haut la main que vous serez dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, quelqu'un de médiocre. Ça n'a rien à voir. Et moi je me dis aussi qu'il y a des choses peut-être que c'est pas fait pour nous. Par exemple si vous échouez le barreau 3 fois, peut-être que finalement il y a d'autres choses géniales qui vous attendent. Moi je me rappelle, j'avais postulé pour aller en master droit notarial à Rennes, j'ai été refusée alors que je voulais être notaire à cette époque-là. Et ça a été hyper dur psychologiquement, je me disais mais en fait je suis nulle. Dieu merci que j'ai pas été prise en master droit notarial parce que c'est grâce à ça que je suis partie aux États-Unis, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai une toute autre carrière, etc. Le barreau, je suis trop contente en vrai de l'avoir loupé parce que ça m'a permis de savoir que je pouvais avoir la niaque, je pouvais me relever d'épreuves, je pouvais rebondir, je pouvais encore plus aller essayer d'enfoncer les portes même quand ça passait pas une fois, quand ça passait pas 2 fois. Ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi de le louper 2 fois que je pense si je l'avais eu dès la première fois. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Utilisez chaque échec de votre vie pour tirer des leçons, pour comprendre où est-ce que je pourrais être meilleure, comment m'améliorer, où est-ce que j'ai mal fait. Et en fait, je trouve que c'est trop intéressant justement de louper parce que ça permet d'en apprendre plus sur vous, plus sur votre parcours, plus sur la vie et voilà. Et en tout cas, ne baissez pas les bras, ne perdez pas confiance en vous parce qu'en même temps, c'est que du scolaire quoi. Le barreau, c'est que du scolaire. Il y en a plein qui ont loupé le barreau plusieurs fois et qui sont des excellents avocats parce que ça n'a rien à voir en fait. Comme il y a des avocats qui sont nuls à chier qui pourtant ont eu le barreau du premier coup. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour la FAQ de l'année. En tout cas, si vous avez des questions, si vous souhaitez papoter et tout, moi j'adore ça, n'hésitez pas. Mes DM sur Instagram sont totalement ouverts, j'essaye de répondre à tout le monde en général. Merci encore beaucoup à Yepoda de sponsoriser cette vidéo et je vous souhaite une nouvelle fois plein de belles choses pour cette année 2026. Normalement, c'est une année en 10 parce que c'est 2 plus 2 plus 6, ça fait 10 et normalement, il y a plein de belles choses dans les années en 10, plein de renouvellement d'énergie. J'espère que ça sera le cas pour vous et puis gros bisous et à bientôt.